Bonjour à toutes et à tous. On va commencer la session le machine learning et l'intelligence artificielle pour les startups. Je m'appelle Oussama Soudan, architecte solution. J'accompagne les startups. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Clément, qui est le CEO de Gameface. Clément, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots à Gameface? Ouais, je voulais commencer par m'excuser parce que normalement c'était Julien Simon qui devait parler. Je suis arrivé sur le stand il y a 20 minutes et malheureusement il est bloqué dans le trafic. Du coup, je suis un peu le backup. J'ai pas forcément prévu grand-chose, mais ce sera peut-être encore mieux. On va pouvoir faire ça de manière un peu interactive. En quelques mots, Hugging Face, on est une startup basée à Paris et aux États-Unis. Notre vision, elle est assez simple. On pense que le machine learning, c'est en train de devenir le défaut pour créer de la technologie. En fait, si on regarde des entreprises comme Google, par exemple, maintenant, quand elles développent des nouvelles features, des nouveaux produits, en fait, ils commencent par le machine learning. Ils se disent comment je vais faire cette feature avec le machine learning. Et si ça marche pas, je vais fall back avec cette manière un peu old school de faire du software, c'est-à-dire écrire 1 million de lignes de code avec des trucs rule-based, un peu le software engineering traditionnel. Donc on pense que dans le futur, toutes les entreprises, tous les produits vont utiliser du machine learning. Et on a eu la chance d'être aujourd'hui la plateforme qui est la plus utilisée dans le monde pour faire du machine learning. On nous décrit parfois un peu comme le GitHub du machine learning. Donc on est une plateforme qui vous permet de trouver des modèles pré-entraînés pour le machine learning, puis ensuite de les entraîner, de les fine-tuner, de les tester, de les assesser pour intégrer le machine learning dans votre produit. On a plus de 10 000 entreprises aujourd'hui qui nous utilisent, dont Google, Microsoft, Facebook, à la fois pour des tâches de NLP, donc de compréhension du texte. Donc par exemple, quand vous avez autocomplete dans Gmail qui vous dit les prochains mots de votre email, quand vous utilisez Siri, Alexa, quand vous allez sur votre feed Twitter ou feed Facebook, quand vous utilisez votre Tesla Autopilot. Tout ça, c'est des exemples de fonctionnalités qui utilisent du machine learning et qui peuvent utiliser notre plateforme. Voilà, donc ça, c'est Hugging Face. On a notre stand juste un petit peu plus là-bas. C'est le gros emoji Hugging Face, d'où le nom. Donc c'est assez facile à reconnaître. N'hésitez pas après cette intervention à aller venir nous dire bonjour là-bas. Très bien. Merci Clément. Donc, en tant qu'architecte solution, j'ai l'occasion d'accompagner des dizaines de clients sur des problématiques d'IA. C'est des clients avec différents profils, des profils qui ont certaines expériences sur le data science, d'autres profils qui commencent à adopter ces services. Donc, aujourd'hui, sur AWS, il y a une vision de démocratiser l'IA et le ML pour l'ensemble des startups, pour l'ensemble de l'écosystème qui peuvent utiliser aujourd'hui et mettre des services d'IA pour à la fois améliorer leur opération, développer de nouvelles fonctionnalités pour leurs clients et également automatiser un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées. Donc, comme vous voyez sur le slide, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont de services d'IA de haut niveau qu'on peut directement intégrer avec un produit existant qui permettent de résoudre un certain nombre de tâches qui sont assez spécifiques et assez génériques dans d'autres cas. Donc il y a par exemple, on peut faire de la recommandation, on peut faire des traitements de texte, on peut faire de la vision par ordinateur. Et pour la majorité des services, on a tout simplement des appels API à faire pour consommer l'IA et on n'a pas besoin ni de traîner un modèle, ni de l'opérer en production. Et c'est AWS qui va assurer la partie scalabilité des modèles. Bien évidemment, ça couvre un certain nombre de use cases, de workload, mais dans certains cas, on a besoin d'aller plus loin, d'entraîner son propre modèle ou de customiser un modèle existant. Et aujourd'hui, ce que je conseille aux startups surtout, c'est de ne pas re-entraîner un modèle dès le début, mais de réutiliser des briques existants, des modèles déjà pré-entraînés, des modèles qui peuvent être sur étagère. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont open source,
des modèles également qui sont proposés par des partenaires sur le marketplace d'AWS et de modèles de SageMaker qu'on peut directement déployer sur AWS, sur SageMaker qui permet d'avoir une intégration end-to-end à partir de la labellisation jusqu'à le déploiement endpoint avec différentes méthodes, serverless, en asynchrone ou synchrone. Bien évidemment, il y a d'autres startups et entreprises qui ont des besoins très spécifiques sur les performances des modèles. Donc, comment optimiser les modèles en production? Comment on peut utiliser les hardware spécifiques pour accélérer la phase de training, comme par exemple avec des architectures Intel Habana ou des architectures ARM type AWS Trainium ou Inferentia qui permettent d'accélérer et de tirer parti des hardware spécifiques qui ont été conçus pour faire de training et de l'inférence sur le cloud. Cette vision, elle est également partagée par Hugging Face, la vision de démocratiser l'AML. Et donc, Hugging Face, ils ont une vision une rupture entre ML 1.0 et ML 2.0. Clément, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la rupture et comment vous voyez la valeur de la passage de ML 1.0 à ML 2.0? Ouais, bah pour commencer, en fait, cette dénomination software 1.0, software 2.0, c'est quelque chose qui a été fait par Andrej Karpathy, qui est le lead machine learning AI chez Tesla. Et en fait, il explique que le passage du software 1.0, où tu écris du code très rule-based et tu essayes vraiment d'exprimer ce que le software va faire exactement, à un software 2.0, donc qui est vraiment le machine learning, où tu vas commencer à donner des exemples, partir de la data et laisser vraiment ton système apprendre de ça et te créer un système basé sur tes données d'entraînement. Donc c'est vraiment cette transition dans la manière de faire. Ça implique plusieurs choses pour les entreprises, pour les startups quand on construit un produit. Ça implique de commencer par la data, voilà, de commencer par quelle est la data que j'ai aujourd'hui, que je peux utiliser. Ça implique de commencer avec des modèles. Donc c'est pour ça que souvent les gens qui font du machine learning aujourd'hui, leur point de départ c'est Hugging Face et c'est le Hugging Face Hub parce qu'il y a plus de 30 000 modèles qui ont été pré-entraînés que vous pouvez tester très rapidement pour voir ce qui est capable de faire aujourd'hui avec du machine learning ou pas. Et puis ensuite ça implique d'avoir une facilité de collaboration dans les équipes, entre les équipes, par exemple, data science, qui vont entraîner les modèles, découvrir les modèles, tester les modèles, et les équipes plutôt produits, engineering, infrastructure, qui vont s'occuper de mettre ces modèles en production. Donc c'est pour ça qu'utiliser un outil comme Hugging Face, ça permet en fait de faire le lien entre ces deux équipes, un peu comme un GitHub permet aux équipes software de collaborer, de faire des pull requests pour vraiment travailler sur le même code, pour partager du code entre une équipe et une autre. Donc c'est un peu cet élément de collaboration qui évolue aussi aujourd'hui avec le ML, le software 2.0 ou le machine learning. Oui, donc on voit certains concepts qui sont utilisés dans le ML 2.0, notamment le concept de transformer, et c'est utilisé notamment sur des problématiques complexes, type deep learning, sur lesquelles on a des modèles de plus en plus complexes qui nécessitent l'entraînement sur des millions, voire des milliards de paramètres, et comment l'architecture transformer a permis de ne pas réinventer la rue à chaque fois et de réutiliser l'apprentissage existant. Ouais. Peut-être pour contexte de l'audience, qui dans l'audience connaît les transformer modèles et un peu comment ça marche? Ok, donc on a quelques personnes, mais assez peu. En fait, le transfer learning, c'est une nouvelle technique de machine learning qui est apparue il y a 3-4 ans avec un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need, qui sort de Google, qui a vraiment complètement révolutionné la manière dont on fait du machine learning. Aujourd'hui, la manière dont on fait du machine learning, c'est qu'on entraîne un très large modèle sur un énorme dataset qui est souvent en fait un dump du web sur lequel on va entraîner le modèle sur une tâche particulière. Par exemple, une tâche qui s'appelle le mask filling, c'est-à-dire qu'on lui donne des phrases, on va retirer un mot dans la phrase et on va demander au modèle d'entraîner
et de faire la prédiction de quel est ce mot manquant. Voilà, par exemple, on va dire aujourd'hui, il fait blank à Paris. Voilà, et on va essayer d'entraîner le modèle pour qu'il prédise le mot beau à Paris. Et à partir de ces modèles, qu'on appelle des modèles pré-entraînés, on va ensuite être capable de prendre un peu tout l'apprentissage du langage que ce modèle a fait pour l'adapter à plein d'autres tâches. Donc on va lui dire, à partir du moment où tu sais prédire un mot, tu vas être capable de prédire une phrase. À partir du moment où tu vas être capable de prédire une phrase en anglais, parce que dans ton entraînement, tu as vu des phrases en français, tu vas être capable de prédire des phrases en français. Parce que tu as appris à prédire des phrases, tu vas être capable de classifier, par exemple, les phrases en disant bah, ça, c'est plutôt à propos de ce sujet-là, ça, c'est à propos de ce sujet-là. Donc ça, c'est le transfer learning, la nouvelle manière de faire du machine learning, qui est vraiment complètement révolutionné l'analyse de texte depuis 2-3 ans et qui est progressivement en train de venir sur tous les autres domaines du machine learning. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, on voit ces types de modèles qui sont en train de casser les performances, de casser le state of the art sur la computer vision. Donc l'analyse d'images, par exemple, la classification d'images, l'analyse d'objets à l'intérieur des images. On est en train de le voir apparaître sur l'audio. Donc, par exemple, vous utilisez un software comme Mojo qui va enregistrer vos calls de sales et qui va les transcrire en texte. Vous allez utiliser ce qu'on appelle du speech to text pour faire ça. On commence à le voir arriver sur ce qu'on appelle des time series, c'est-à-dire la prédiction liée à des probabilités de time. Par exemple, votre ETA Uber, quand vous commandez un Uber aujourd'hui, c'est powered par des transformers, ça utilise des transformers. Donc c'est vraiment cette nouvelle technique, nouvelle architecture qui est en train de devenir le standard pour faire du machine learning dans tous les domaines. Très intéressant et ça permet d'utiliser des modèles existants, de les fine-tuner pour résoudre des problèmes émergents. Et donc ça permet d'élargir le nombre de tâches qu'on peut résoudre avec des machine learning. Ouais, en fait, par exemple, nous, sur les 10 000 entreprises qui nous utilisent, on estime qu'on a à peu près 60% de ces entreprises qui utilisent des modèles de machine learning sans faire aucun training. Donc, si vous êtes une entreprise qui a zéro data, bah, vous allez sur le hub Hugging Face, vous prenez un modèle qui a déjà été entraîné pour faire, par exemple, de l'extraction d'informations ou de la classification de texte, et vous pouvez le plugger, l'intégrer directement sans faire aucun entraînement vous-même, ce qui réduit vraiment drastiquement la complexité de faire du machine learning. Et c'est un peu pour ça, la première chose que je disais, c'est qu'on pense à Hugging Face que toutes les boîtes vont faire du machine learning. C'est aussi pour cette raison, parce qu'aujourd'hui, la barrière à l'entrée pour intégrer des fonctionnalités de machine learning, elle est vraiment basse. Si vous avez des software engineers qui ne sont pas trop cons, qui arrivent à apprendre sur des petits trucs, bah en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils vont être capables dans votre produit d'intégrer des fonctionnalités de machine learning. Et donc, il y a un problème qui a été résolu à travers l'architecture transformer, notamment le problème de training, mais en opération, quand on opère des modèles qui sont très gourmands en ressources, parfois il y a une nécessité d'utiliser de l'hardware spécifique. Donc, est-ce que tu peux nous parler de comment aujourd'hui Hugging Face s'intègre avec des fabricants d'hardware pour accélérer l'inférence sur ces modèles? Oui, comme je disais, c'est très très facile de commencer, souvent dans le machine learning, de mettre une première feature, une deuxième feature. Ce qu'on voit souvent avec les entreprises, c'est qu'à partir de là, souvent elles développent de plus en plus de fonctionnalités qui se retrouvent de plus en plus utiles pour les utilisateurs. Et donc il y a une nécessité de scaler, en fait, d'avoir vraiment de plus en plus de charges. Typiquement, voilà, vous faites un produit où vous faites de l'autocomplete, par exemple, voilà, dans le Gmail autocomplete ou dans LinkedIn qui vous suggère des réponses. Ces fonctionnalités deviennent en fait très rapidement tellement populaires que vous devez commencer à faire voilà, des millions d'inférences par heure. Et ce sujet de scaling du machine learning n'est pas simple, notamment avec l'hardware existant, parce qu'en fait, si on pense par exemple aux GPU, qui sont un peu le hardware qu'on associe avec le machine learning,
En fait, un GPU, ça a été designé pour du gaming à la base. Ça n'a pas vraiment été designé pour du machine learning. Et donc, ça marche, mais ce n'est pas idéal. C'est pour ça que utiliser certains hardware qui ont été vraiment designés spécialement pour le machine learning, bah, ça vous permet de, réduire votre temps d'inférence ou de training, ce qui est super important quand vous avez des cas d'usage très real-time qui vous demandent vraiment de donner des réponses très rapidement. Donc, on a par exemple des customers qui font de l'inférence en dessous de la milliseconde aujourd'hui. Et c'est super important aussi quand vous voulez scaler à des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, des billions d'inférences par jour, parce que ça vous réduit le coût de manière assez drastique. Voilà, nous, on a des entreprises qui dépensaient des centaines de milliers de dollars par jour en inférence, qui, en allant vers des hardware un petit peu plus customisés, un peu plus spécialisés sur le machine learning, on réussit à faire des 10x, à diviser par 10 leur coût d'inférence quand leurs fonctionnalités deviennent très populaires. Très bien. Et on peut optimiser à travers l'hardware, mais on voit de plus en plus des workloads, des scénarios, des use cases où on a besoin d'enchaîner plusieurs tâches à la fois pour maximiser l'utilisation de la donnée, notamment passer de speech de texte, traduire, revenir sur de speech. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que le ML peut être utilisé comme des Lego? Donc on peut enchaîner plusieurs tâches en pipeline. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est fiable de le faire en production notamment? Oui, alors sur ta première question, ce qui est super intéressant aujourd'hui sur le machine learning, c'est qu'on voit que la séparation entre tous les domaines du machine learning est vraiment en train de disparaître. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait vraiment des pipelines de NLP, de texte, qui étaient très différents de pipelines d'audio, qui étaient très différents de pipelines de vidéo, d'images, etc. Parce qu'en fait, on avait des architectures de modèles très différentes sur chacun de ces domaines. Aujourd'hui, c'est pas mal en train de disparaître parce qu'en fait, les transformers sont en train de s'imposer partout, mais parce qu'aussi, on commence à avoir des modèles qui font plusieurs choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers jours sur Twitter, il y a un modèle qui est en train de buzzer qui s'appelle DALL-E, qui est fait par OpenAI, qui permet en fait de générer une image à partir d'un texte. Donc, vous lui donnez un prompt tortue sur la lune qui fait du skateboard, et le truc va te générer une image ultra réaliste. C'est assez bluffant, ça s'appelle DALL-E, D-A-2-L-E, E-E, il me semble. Vous pouvez regarder, c'est vraiment bluffant comme démo. Donc on voit que les domaines sont en train de presque disparaître, et je pense que dans quelques années, on parlera même plus de NLP, de computer vision, de speech, on parlera de transformers ou transfer learning. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, notamment avec des approches comme la nôtre chez Hugging Face, on commence à être capable de faire des pipelines qui sont très extensibles, très adaptables, parce que par exemple notre plateforme, c'est pas une plateforme end-to-end que vous devez vraiment adopter du début à la fin, et c'est pareil pour SageMaker. Vous pouvez vraiment prendre certaines briques qui vous intéressent, mais intégrer ça avec vos systèmes actuels, avec vos infrastructures actuelles, pour arriver à un système vraiment flexible, où voilà, vous n'utilisez pas end-to-end, vous n'êtes pas bloqué end-to-end dans un produit existant, mais vous prenez vraiment certaines briques que vous utilisez à la demande, que vous intégrez avec vos systèmes, et ça permet de faire des pipelines au final complexes, mais qui restent assez flexibles, assez extensibles, qui ne sont pas trop black box, et qui vous permettent vraiment d'intégrer avec vos systèmes de production, pour vous permettre de scaler ça de la même manière que vous pourriez scaler du software ou toute autre sorte de workload. Très intéressant. Et aujourd'hui, l'intégration entre AWS et Hugging Face, c'est une intégration assez unique de son type. C'est-à-dire que Hugging Face aujourd'hui s'intègre avec les services SageMaker. Donc il y a le DLC, le Deep Learning Container qu'on peut déployer directement. C'est un First Citizen sur SageMaker qu'on peut déployer directement sur ces services. Mais on voit que Hugging Face, il s'intègre également avec d'autres technologies. Par exemple, aujourd'hui, on peut utiliser les process inferential d'AWS pour faire de l'inférence sur Hugging Face, qui permet d'améliorer
les performances en production. Il y a également des intégrations entre AWS et Infinity, sur le marketplace. Et Infinity, aujourd'hui, ça permet de résoudre quelques problèmes liés aux transformers, notamment en production. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur la valeur ajoutée d'utiliser Infinity quand on a besoin de scaler des workloads en production? Ouais, bah, le plus important, c'est que ça vous permet de réduire le coût. Voilà, quand, comme je décrivais, quand vous commencez à avoir vraiment des millions d'inférences, de prédictions, bah, c'est quelque chose qui vous permet de réduire de 2 à 3 fois votre coût par inférence. Donc ça vous permet en fait d'intégrer du machine learning et d'offrir du machine learning à plus de vos utilisateurs, de vos consommateurs dans des cas d'usage plus larges. Ça vous permet de réduire la latence, donc d'aller plus vite dans vos prédictions. Ce qui est super important, par exemple, dans des cas d'usage d'autocomplete, comme ce que je décrivais, parce que vous voulez bien sûr envoyer la prédiction le plus rapidement possible. Donc, c'est les deux gros avantages que Infinity permet. Super. Maintenant, on va passer à la partie démonstration. C'est pour vous montrer la simplicité avec laquelle Hugging Face aujourd'hui s'intègre avec AWS. Et donc, je passe sur la partie tech. Voilà. Donc, sur le console AWS, on peut aller directement sur SageMaker. Et sur SageMaker, on peut utiliser SageMaker Studio qui nous permet directement d'avoir un environnement Jupyter Lab sur lequel on peut commencer à utiliser tout type de framework dans Hugging Face. Donc, ce que vous voyez ici, c'est 3 briques. Peut-être les personnes au fond, ils ne peuvent pas directement voir le code, mais ce que vous voyez ici, c'est vraiment 3 briques. Un premier brique à partir duquel on va choisir un modèle Hugging Face et un task qu'on souhaite résoudre. Un deuxième brique sur lequel on va choisir l'infrastructure AWS sur lequel on veut déployer le modèle. Et un troisième brique qui nous permet de faire les prédictions. Donc, en dizaines de lignes de code, on peut déployer de Hugging Face sur AWS. Et donc, aujourd'hui, l'intégration ne nécessite pas d'importer des librairies supplémentaires parce que Hugging Face, ça fait partie des librairies proposées de base par SageMaker. Donc, comment on déploie les modèles sur Hugging Face? Toute première étape, c'est d'aller chercher un modèle qui nous intéresse. Et sur Hugging Face, aujourd'hui, donc, il y a plus que 36 000 modèles qui étaient fine-tunés pour résoudre des tâches spécifiques. Donc, on choisit le modèle qui nous intéresse, dans le langue qui nous intéresse, et par la suite, on choisit le type de tâche qu'on souhaite résoudre, donc à travers les différents tasks existants. Une fois qu'on a fait ce choix, sur le Jupyter Lab, on va mettre le modèle ID et le type de task, et on fait tout simplement un déploiement. Un déploiement, ça prend juste le temps de déploiement de l'infrastructure AWS, le temps de mettre le conteneur en place et de télécharger le modèle depuis le hub ou depuis un paquet S3. Une fois qu'on fait le déploiement, on a un modèle qui est déployé et qui est prêt à être utilisé. Donc ici, on voit les paramètres qu'on a configurés pour ce modèle. Donc on voit que ça a été un modèle de type Distelbert et qui nous permet de résoudre des problèmes de type question-answer en anglais. Et on déploie ça sur un endpoint, SageMaker, et le endpoint nous permet de savoir sur quel type d'instance on a instancié le modèle. Et ici, on voit qu'on a instancié le modèle sur une machine type ML M5 qui nous permet d'avoir des capacités de requêtage importantes. Et si besoin, on peut également définir une stratégie d'autoscaling pour augmenter ou diminuer le nombre de requêtes sur le modèle. Donc, ça, c'était pour la partie démonstration.
pour finir la présentation, je vous donne quelques liens sur comment bien démarrer sur à la fois les services managés d'AWS, mais aussi à GameFace. Donc ici, vous pouvez prendre le slide en photo. Vous avez quelques liens qui vous permettent d'aller explorer ce qui existe sur AWS, donc des modèles qui sont managés par AWS qui vous permettent de déployer rapidement des services qui vous permettent de résoudre des problèmes comme le deep learning, le NLP ou la vision par ordinateur. Vous avez également pour chacun de ces services un free tier qui vous permet de commencer à tester ces services. Et si vous souhaitez déployer un modèle à GameFace depuis le hub, vous pouvez le faire tout simplement en suivant ce tutoriel qui vous montre comment déployer un DLC sur SageMaker. Et si vous avez aujourd'hui un modèle qui tourne déjà et qui utilise GameFace pour lequel vous souhaitez faire des optimisations en production, n'hésitez pas à consulter également la solution Infinity sur le marketplace AWS. C'était tout pour moi. Merci à vous. Merci Clément. Et à 16h30, il y a une session FinTech qui parlera un peu plus sur des problématiques de data, de ML, mais aussi des finances distribuées et décentralisées, qui vous permettent de voir comment CoinHouse et également Sesame ont utilisé la scalabilité d'AWS pour résoudre des problèmes liés à des industries très réglementées. Merci à vous. Et je vois que Julien, qui aurait fait cette intervention beaucoup mieux que moi, vient d'arriver. Donc, on va aller tous les deux sur notre stand GameFace qui est juste là, un petit peu plus loin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Et Julien va prendre le relais. Il répondra aux questions beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup.